La mémoire de l'ours a disparu. Elle s'est perdue en moins de 100 ans, en 2 ou 3 générations seulement depuis la disparition de l'animal en France. Alors oui, quelques noms de lieux l'évoquent encore. De vieilles armoiries en gardent l'image et des contes folkloriques rappellent de temps à autre sa légende. Mais c'est tout. L'animal nous semble aujourd'hui si éloigné des Alpes, du Vercors et du Diois qu'il est difficile d'imaginer que les populations de ces montagnes l'ont étroitement fréquenté des millénaires durant. Au travers d'un ouvrage, de mémoire d'ours, Christian Rey et Jacques Planchon retracent les relations complexes entre l'ours et l'homme depuis la préhistoire et reviennent sur les raisons qui ont conduit à la disparition de l'animal dans le Vercors et le Diois. Nous les recevons aujourd'hui pour discuter de leurs recherches et de leurs découvertes. Et d'abord, de la façon dont est né ce projet. Après avoir fait le loup, je me suis aperçu qu'en fait j'avais consulté beaucoup de documents qui étaient relatifs à l'ours, qui étaient dans le même cadre de classement. Et puis j'avais mon vieil ami, la descente de lit, exposée au musée, qui m'interrogeait depuis des années. On peut faire allusion aussi à la famille. Nos enfants, nos petits-enfants ont tous joué avec un petit ourson. Donc j'avais l'impression que c'était un personnage qui faisait quand même un petit peu partie de notre vie, mais sans qu'on sache beaucoup de choses sur l'origine de ce mythe un petit peu de l'ours qu'on conserve aujourd'hui. Et puis les découvertes récentes. La mise en évidence par exemple du plafond de la maison Chambron à Die, les sculptures du musée, le liours notamment, m'ont interrogé. C'est pour ça que je t'ai dit, il y aurait peut-être un truc à faire sur ce sujet-là. Chacun pour sa partie. Moi, j'avais surtout travaillé la partie éradication, entre guillemets, de l'ours depuis la fin du XVIIIe siècle. Mais je pense que la partie archéologique, depuis la préhistoire jusqu'à l'époque romaine et même au Moyen-Âge, était particulièrement intéressante aussi. Cela dit, à la base, il y a quand même aussi tout le travail que tu as fait autour des archives départementales, mais sur tout ce qui est archives préfectorales. Parce que ça fait un moment que tu travailles là-dessus aussi. Tu sors régulièrement d'ailleurs des petites perles ou des anecdotes dans les chroniques. Et il y avait un petit peu ça quand même qui était aussi à la base de ce travail, parce que c'est principalement de là que viennent toute l'histoire de cette éradication quand même. C'est principalement ces archives-là. Tout à fait. J'ai passé plusieurs années où j'étais à peu près 3 jours par semaine aux archives départementales, en fouillant, en exploitant, j'allais dire, différents fonds, et en prenant des notes, pas forcément sur des sujets qui m'intéressaient, puisque j'étais plus intéressé à l'époque où j'ai fait ça par les aléas naturels au fil des siècles, mais en même temps, quand je trouvais des informations relatives au Diois d'une façon générale, je prenais des notes que je classais consciencieusement, et je me suis aperçu un jour que j'avais quand même une masse assez conséquente relative à l'ours. Par contre, alors autant le loup, on avait déjà des choses pour le 18e. Là, pour l'ours, j'ai pas souvenir qu'on ait vraiment grand-chose sur les époques antérieures à la Révolution. Y a une explication à ça, ou c'est juste le hasard de l'archivage? C'est le hasard, j'allais dire, de l'archivage. Sur le XVIIIe siècle, j'en ai trouvé quelques-uns dans le Haut-Diois, d'ours détruits Enfin, j'avais le témoignage du versement de primes à ceux qui les avaient tués. Mais les archives ont subi les aléas du temps, quelque part, notamment le bombardement de la préfecture en 44 à Valence, qui a détruit une partie des archives. Et dans les archives communales, beaucoup se sont perdus également au fil du temps. Donc on manque effectivement de documentation pour la période 18e siècle. Mais par contre, pour le 19e siècle, là oui, c'est assez riche. Donc ça a permis quand même de bien comprendre l'évolution des mentalités et de la société en général. Alors, pareil, pour le 19e, on a quand même la grosse masse de cette histoire de la destruction de l'ours qui démarre plutôt dans les années 1860. Avant ça, il y a quelques mentions, j'ai souvenir 1824 vers les années 1830, je crois qu'il y a un truc de 1854 aussi, mais c'est de mémoire. Hein. Mais très peu de choses en fait. Alors là aussi, est-ce que les choses vont en s'aggravant à partir de 1860, c'est-à-dire qu'ils mettent vraiment le paquet pour se débarrasser de la bestiole, ou est-ce que là encore on a un problème de conservation des archives départementales et de ces archives préfectorales sur les périodes antérieures à 1860 ?
On a quelques trous effectivement dans la raquette pour la partie inférieure à 1860, des archives qui ont disparu, et surtout la mise en place des nouveaux services de l'État, notamment la préfecture, est relativement récente. Il y a des tas de documents qui se sont perdus ou qui sont encore mal classés, qu'on peut retrouver quand même en cherchant dans d'autres séries. Mais 1860, ça marque aussi une date importante. Enfin, quand on consulte la documentation, on s'aperçoit qu'à partir de cette date, l'histoire de l'ours, c'est aussi l'histoire de l'évolution de la société, quelque part, avec un certain nombre de personnes que je qualifie de nouveaux riches, des gens qui ont fait fortune en achetant des biens révolutionnaires en 1792, qui ont vendu, qui ont séparé leur... Ils vendent ça à la découpe en général. Ils ont découpé, ils ont fait fortune avec ça. Et quelque part, à partir de 1860, on a un certain nombre de notables régionaux, hein, ça va de Lyon à Grenoble en passant par Valence, qui se sentent quelque part une âme de Tartarin, de Tarascon, j'allais dire, parce que ils font un petit peu la chasse au trophée. Certains considèrent, même si c'est pas exprimé de façon très claire, que quand on est un notable, qu'on reçoit chez soi, dans son hôtel particulier ou autre, avoir un trophée, ça contribue à assurer son prestige. D'accord. Donc ça serait un des éléments qui explique, parce qu'on va quand même pas lancer une battue à l'ours, en tout cas dans les prétextes ou dans les raisons qui sont invoquées quand on fait une battue à l'ours, le trophée n'y figure pas clairement. Non, il n'y figure pas, c'est sous-entendu. Par contre, j'avais publié il y a quelques années un petit bouquin sur l'éradication du loup dans les Préalpes drômoises, où là j'avais trouvé de la documentation pour la période antérieure à la Révolution et pour le 19e siècle. Et ça m'avait amené à conclure à l'époque que, quand je regarde les archives, on trouve beaucoup de documents sur l'éradication du loup au XVIIIe siècle, au XIXe, et on s'aperçoit qu'à partir du moment où le loup n'existe pratiquement plus dans la région, eh bien, les agriculteurs, d'une façon générale, de la vallée du Rhône principalement, demandent la destruction des oiseaux en période de semaille, parce que les oiseaux viennent bouffer les graines dans les champs. C'est aussi l'époque où commencent à apparaître de nouvelles techniques, notamment tout ce qui est chimie industrielle, avec des poisons divers et variés qui peuvent être employés. Donc quand on s'est préoccupé du loup, on a ensuite chassé les oiseaux. En même temps, on fait une lutte contre les animaux qui répandent la rage. Ça peut être les chiens errants, ça peut être le renard. Et une fois qu'on a éliminé tous ces animaux, eh bien, il ne reste plus dans la région que les ours. Et là, on voit apparaître dans la presse régionale et dans la presse nationale également une question que posent certains journalistes en disant quoi, il existe encore des ours dans le Vercors? Ça leur paraît, à ces gens qui sont des gens des villes, des citadins, ça leur paraît totalement anachronique quelque part. Et à partir du moment où il y a cet appel, quoi, des ours existent encore, mais il faut absolument les détruire, c'est un animal de la préhistoire, il n'a plus sa place dans notre société. Il y a un petit peu ça aussi, qui va contribuer à la destruction des ours. Et par contre, comme pour le loup, ça correspond aussi à l'optimum démographique du Diois, c'est-à-dire le moment où les Diois sont le plus nombreux sur ce territoire. Tout à fait. Mais les archives montrent bien qu'il n'y a pas d'hostilité de la population dioise en tant que telle. Autant les Diois étaient motivés à détruire le loup parce qu'il attaquait réellement les troupeaux, parce qu'il était visible aussi par tout un chacun, puisque au 18e ou la première moitié du 19e, même jusqu'à la fin du 19e, il n'y a pratiquement pas de forêt dans le Diois. On est en période de replantation vers 1880. On voit loin. Ouais. Voilà, mais l'animal est particulièrement visible. Je parle du loup, hein. Il est particulièrement visible. Donc, il fait des dégâts sur les troupeaux. Là, on va vraiment l'éradiquer parce qu'il compromet l'équilibre économique de nombreuses exploitations agricoles. Par contre, on ne trouve pas de témoignages dans la population locale hostiles à l'ours. Les témoignages les plus anciens font au contraire état d'une bonne relation, j'allais dire, entre l'ours, qui n'est pas très nombreux comparé à ce qu'étaient les loups, qui vit en solitaire au fond de sa forêt, qui évite l'homme
l'homme auquel il ressemble quand même étrangement, puisqu'il se tient aussi debout. Donc il y a une espèce de respect qui s'était installé, et on le retrouve dans la littérature. Bah là, on le retrouve dans les légendes pour le coup. C'est-à-dire les légendes qui ont le caractère le plus ancien, qui mettent bien justement en scène cette cohabitation et ce partage des territoires. Enfin, celle des ours du col de Menez, c'est vraiment... Oui, les ours du col de Menez, les ours de Valcroissant, Ouais. les ours de la ferme de l'auberge de Prépéré, plus exactement, ou autre. Et puis, on a pu recenser un certain nombre d'histoires d'ours en patois également, qui viennent corroborer ce qu'on peut lire dans la documentation officielle, notamment sur les méthodes de piégeage, sur les dégâts, etc. Et c'est intéressant de faire cette analyse à partir des archives, parce que autant l'ours est présenté dans la presse comme un animal monstrueux doté d'une puissance phénoménale, capable de briser d'un seul coup de poing un énorme rocher, de déraciner un arbre. Il y a toute cette image qui est répandue par la presse grand public, on va dire. On sait pertinemment que ce n'est pas le cas. C'est une vision citadine qui s'oppose C'est peut-être absolument aussi à la vision locale. c'est la vision qui est ramenée aussi par la littérature, c'est-à-dire les grands récits de voyage avec le grizzly, qu'il soit sibérien ou enfin les grands ours Ou qui sont nord-américain, sibériens ou oui. nord-américains, oui. Où là pour le coup on avait affaire à des bestioles qui sont un peu plus puissantes. Alors de là à casser un rocher en deux, c'est un autre problème, mais Oui. pour déraciner un arbre, un petit arbre ça marche là. Oui, un petit arbre. Mais par contre, il y a d'autres éléments qui nous montrent quand même que l'ours était bien présent dans la région. C'est tout ce qui concerne la toponymie, là, les noms de lieux, puisque dans le Diois et le sud de Vercors, on est une des zones de France où on a la plus forte concentration de toponymes ursins quelque part. Hein. Que ce soit la courbe oursière, par exemple, sur la Val d'Aix, le chemin de l'ours à tel endroit, la thune de l'ours à Boulc, le logis de l'ours à Luce-la-Crotte. Enfin, il y a une multitude de lieux qui rappellent que l'ours était quand même bien présent dans notre région. Sans compter les Saint-Martin, mais alors là le problème. Sans est quand compter même les assez Saint-Martin, mais faudrait peut-être qu'on les analyse différent. Là c'est à en, vérifier. en regardant ouais. l'histoire de nos chemins, de nos routes, et puis l'évolution religieuse quelque part du pays. Ouais. Mais oui, l'ours était bien présent. On en a quelques traces beaucoup plus anciennes au Moyen-Âge ou autre, hein, où je me rappelle avoir lu que sur Cré, par exemple, on autorisait la chasse à l'ours dans certaines conditions. Je crois qu'on a vu un exemple également dans les archives communales de Rocoubot, hein, qui traite de l'ours. C'est ça. Voilà, mais les traces sont extrêmement diffuses pour les temps anciens. Pour Cré, c'est le seigneur du lieu qui rappelle que si un ours est chassé, enfin est tué, donc il faut que le chasseur ramène au moins une patte avant au seigneur, qui n'a aucune qualité gustative, mais par contre c'est vraiment le symbole de la puissance de l'ours que le seigneur se réserve. Ce qui nous ramène évidemment à la légende de l'anoblissement des Bouillanes et des Richots, qui peuvent inscrire cette fameuse patte d'ours sur leur blason, parce que l'anoblissement leur a été conféré par le dauphin pour avoir tué un ours. Et c'est vrai que enfin, le fait de poser une patte d'ours sur son blason, c'est la meilleure preuve qu'on fait partie de l'aristocratie. Mais ta remarque est intéressante parce qu'elle nous plonge même un peu plus loin dans l'histoire, quelque part, et l'archéologie. Hein. Pour ça que j'ai pas hésité à te solliciter pour que tu apportes une contribution importante. Je pense à Andarta, notamment, la déesse ours, quelque part, ou autre. Bah, c'était difficile d'en faire l'économie dans un bouquin sur l'ours sur le Diois Vercors, puisque on est vraiment au cœur de ce territoire où Andarta est l'objet d'un culte. Donc la grande ours, déesse gauloise, puisque son nom est gaulois, mais qui n'apparaît, alors c'est là que c'est plutôt amusant, puisque cette déesse gauloise n'apparaît que dans des textes latins, romains. Ce qui sous-entend que ce culte gaulois a dû se perpétuer en souterrain au début de l'Empire, puisqu'au début de l'Empire, je rappelle que les druides sont pourchassés, hein, il est hors de question de trop se montrer quand on fait état de culte ancien, jusqu'au moment où la déesse entre dans le panthéon officiel, donc peut recevoir un culte public, et à ce moment-là, on la retrouve dans les inscriptions. Ce qui veut dire quand même que malgré tout ce qu'on a pu penser, il y a un certain nombre de persistances de traditions gauloises qui se maintiennent au début de l'Empire romain. Mais bon, là, on est sur un autre sujet.
Par contre, cette déification de l'ours, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement d'Iwa, bien sûr. On connaît d'autres déesses ours, notamment Artio, plus dans la région de Zurich, Bâle, enfin en Suisse. Et puis, il y a beaucoup de représentations d'ours sur la vallée du Rhin, ce qui nous amène fort loin, mais en fait, c'est vraiment cet axe-là, c'est-à-dire les Alpes occidentales et la vallée du Rhin qui est le plus représentatif en ours pour l'Antiquité. En ours présenté en mode naturel, parce qu'après, étonnamment, c'est peut-être en Afrique du Nord qu'on retrouve le plus de représentations de l'ours dans les amphithéâtres, mais en sachant qu'il y a aussi une tradition de chasse, que ce soit dans l'amphithéâtre ou ailleurs, en Afrique du Nord, qui est très très représentée sur les mosaïques. Donc, la mentalité étant un petit peu différente, manifestement au 3e, 4e, dans ces pays-là, dans ce coin de l'Empire, les comparaisons deviennent un petit peu compliquées. Oui. Mais par contre, après, tu as trouvé quand même des éléments intéressants sur le Moyen-Âge. Alors sur le Moyen-Âge, comme tu disais, hein, la fameuse rencontre entre un ours et un homme sur le plafond peint de la maison Chambron, qui est vraiment intéressante parce que on a un ours qui se bat avec un homme à l'aide d'une hallebarde quand même. C'est l'ours qui est armé d'une hallebarde, l'homme est armé d'un poignard, enfin d'un couteau de chasse. Et donner une arme à l'ours, c'est un truc qui est... là, on est sur des survivances de choses très anciennes, que l'Église a essayé d'éradiquer en remplaçant l'ours par le lion, parce que le lion, il n'y a pas de bipédie, donc il est moins proche de l'homme. Le lion, c'est un animal étranger, donc c'est parfait pour avoir pour éviter les identifications trop poussées. Et malgré ça, on va avoir cet ours bipède qui se maintient dans l'iconographie médiévale. On est au XVe siècle, hein, c'est pas si ancien que ça. Ça se maintient quand même dans l'imaginaire collectif. Et ça, c'est quand même très intéressant, parce que ça montre que même si l'idée de l'Église a fonctionné, ça a mis quand même énormément de temps. Et puis alors moi, j'affectionne particulièrement la petite sculpture là que tu appelles le liours. Je trouve que c'est absolument magique, quoi. On essaye de reproduire un lion, sans l'avoir jamais vu, et on lui donne finalement l'aspect d'un ours. Ça, c'est un peu représentatif de ce problème du Moyen-Âge, c'est-à-dire que on part d'un empire romain qui fait tout le pourtour méditerranéen, qui est une seule entité, même s'il y a des différences entre Est et Ouest, faut pas pousser non plus, mais c'est quand même une seule entité politique, avec liberté de circulation, des marchandises, des biens, des personnes. Tiens, ça rappelle quelque chose. Et puis tout d'un coup, l'empire s'effondre, et tout ça est remplacé par l'entrée dans le Moyen-Âge, la féodalité, et surtout un territoire qui se morcelle complètement. Et le morcellement du territoire, ça amène aussi à avoir des entreprises qui sont moins grosses, parce que sur un tout petit territoire, une entreprise qui va commercer juste avec les voisins va pas pouvoir atteindre les tailles critiques, et donc avec beaucoup moins de possibilités de faire du commerce de part et d'autre de la Méditerranée, en tout cas à partir de nos coins à nous. C'est-à-dire que même à Marseille, on n'a plus les grandes familles qui font du transport. C'est plutôt Gênes, Pise, Venise, qui se maintiennent en Méditerranée, parce que ce sont des républiques. Mais pour les monarchies en France, ça fonctionne plus. Résultat des courses, on n'a plus de nouvelles de l'autre côté de la Méditerranée. On n'a plus la possibilité d'aller s'y balader et d'aller voir à quoi ressemble un lion en le regardant sous le nez. Et donc, en effet, quand on demande à un sculpteur de représenter un lion, il est complètement perdu. Donc, il nous fait un fauve. Le fauve qu'il a sous le nez, le plus près, c'est l'ours. Mais sauf qu'il lui met une crinière et une longue queue. Et ça nous donne un truc un peu bâtard, qu'on a baptisé le liours, oui, mais on a pire que ça. Hein. Dans les collections de musées, on a d'autres ours qui sont représentés avec une tête humaine. Alors, une bonne tête de barbare quand même, mais une tête qui ressemble plus à une tête d'homme qu'à une tête de lion. Voilà. Là, celui qui a fait un liours, moi je trouve qu'il s'est pas trop mal débrouillé, quoi. Pour essayer de donner cette idée du lion. Bon. Alors moi j'aime mettre tes explications sur toute la partie l'époque féodale, quelque part, parce qu'au 19e, on a le même combat, hein, on a l'impression de retomber aussi à l'époque féodale, quelque part, notamment quand nos bourgeois viennent participer à des battues, où les gardes forestiers les conduisent au poste bien placé, où ils vont attendre l'arrivée de l'ours, fusil à la main et casse-croûte dans la gibecière.
Mais à côté de ça, eh ben, ce sont les paysans du coin qui sont contraints et forcés, et réquisitionnés, de faire du bruit pour orienter l'ours vers les chasseurs, quoi. Et cette espèce de conflit social qui existe, il va se traduire juridiquement quelque part, puisqu'on on menace certains paysans d'amende s'ils refusent de participer. On les encadre également avec des gendarmes. Voilà, donc on sent qu'il y a une certaine tension sociale qui existe à ce moment-là, que les Diois se sentent pas concernés du tout par la chasse à l'ours. C'est pas eux qui la demandent, même si on prend des prétextes locaux, pour justifier les demandes de battues à l'automne, période de production des noix, mais on sent que c'est avant tout pour faire plaisir à certains notables. Ça a été relevé par la presse nationale. Oui, tout à fait. Après, de mon point de vue, là, ça demanderait quand même une analyse un tout petit peu plus fine, parce que, comment dire, toutes ces raisons existent. C'est-à-dire que la raison qu'on a identifiée avec la noix, celle qui est relayée par la presse nationale sur les bourgeois d'un côté, les le retour du servage, puisque oui. c'est présenté qui comme ça. rentre surtout dans un cadre de, si j'ai bien compris, de période électorale sur laquelle là aussi il faudrait faire une analyse un petit peu plus poussée. Ça, on n'a pas eu le temps de le faire, c'est un peu dommage. Ce qui est certain, c'est que dans les prétextes qui sont donnés pour lancer ces battues, qui sont demandés, je rappelle, généralement c'est deuxième quinzaine de septembre, la demande est déposée pour une battue qui aura lieu donc en octobre ou novembre. Donc autant dans la deuxième quinzaine de septembre, on peut penser que les troupeaux transhumants sont pas encore tous descendus. Par contre, à partir de mi-octobre, c'est fini, il n'y a plus personne sur le plateau. Et donc demander une battue à l'ours en se servant du prétexte des troupeaux qui sont en train de redescendre, moi je trouve ça particulièrement savoureux. Parce que ça n'a pas de sens. Oui, savoureux parce que ça n'a pas de sens, mais tragique quand même en même temps, puisque ça conduit à la disparition de l'ours, qui était considéré à la fin du 19e siècle comme l'ornement de nos forêts. Là, je cite un responsable de l'administration des eaux et forêts, et des termes qui sont bien repris par les Diois. Mais bon, quand on écrit sur le sujet, bien, on est obligé c'est pas une thèse non plus, c'est une vulgarisation, j'allais dire, des connaissances. Il faut s'arrêter à un moment. Ouais. Il faut choisir certains thèmes plutôt que d'autres à développer, mais ça nous laisse aussi des perspectives pour les années à venir. Il y a d'autres choses à écrire. Où on pourra développer là-dessus, j'espère, parce que ces histoires, moi, ces histoires de classe sociale, de séparation, de période électorale qui rentrent là-dedans, etc., je trouve que c'est quand même particulièrement intéressant. Vérifier aussi si, en effet, il y a un report depuis l'économie de la vigne qui est attaquée par le phylloxéra vers l'économie de la noix. Ça, c'est quand même une chose qu'il faudra regarder d'un petit peu plus près. Et puis, accessoirement, depuis la sortie du bouquin, il y a eu aussi des petites nouveautés, et notamment l'arrivée de 2 photos qui ont un rapport direct avec une anecdote, mais on n'en parlera pas, on va se garder ça pour la publication, mais une anecdote qui est racontée dans le livre, et sur lesquelles on se faisait la réflexion que ça serait pas mal d'arriver à trouver les photos qui ont été prises à l'occasion. Et puis finalement, ces photos, je dirais pas on les a trouvées, on nous les a amenées. Ouais. Mais c'est fabuleux, là, pour le coup. Oui, de même que les gens qui se sont manifestés pour signaler qu'ils conservaient chez eux une sculpture d'ours réalisée par un ébéniste ou autre. Le fait de communiquer sur un sujet, on s'aperçoit quand même que les gens ont besoin, d'une façon générale, de retrouver leurs racines. Et les publications de De Augusta depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, celles d'autres collègues aussi, contribuent à cette connaissance. On voit que les gens sont relativement intéressés par tout ce qui concerne l'histoire locale, qu'il s'agisse d'archéologie, d'ethnologie ou de tout autre sujet. Donc, ne serait-ce que pour ça, je trouve que le pari est réussi, parce que chaque fois qu'on parle de l'ours dans une conférence ou une soirée autour du conte, ou une exposition, manifestement ça marche. Les gens se déplacent, viennent à notre rencontre, posent beaucoup de questions, apportent des témoignages. Donc, moi je dis pari gagné quelque part quand je constate ces comportements. Ça permet peut-être aussi d'aller dans le sens de cette réappropriation locale.
C'est-à-dire qu'il y a une petite prise de conscience qui a eu lieu sur le Vercors, qui met des ours sur ses ronds-points, et c'est plutôt sympa. Et c'est vrai que cette prise de conscience, elle manquait un petit peu dans le Diois, et peut-être que ça ira dans ce sens-là. D'où notre conclusion d'ailleurs dans le livre, puisqu'on dit il existe effectivement quelques éléments dans le Vercors. Il existe un circuit pédestre de l'ours du côté du col de Rousset. Et notre souhait, c'est de dire, ça serait intéressant d'avoir une route touristico-pédagogique de l'ours, depuis Villard-de-Lans jusqu'à Lussacrotte, en passant un chemin de randonnée, par ou Die-Châtillon, une ou succession autre, d'étapes. Voilà. Mais qui s'appuierait aussi Ouais. sur les structures locales, comme le musée de Die, par exemple, les musées du Vercors, ou des expositions temporaires dans les communes traversées. C'est un vrai sujet. Les Diois ont besoin de se réapproprier cet ours qui a été un petit peu oublié au fil du temps. Je pense que ça fait une bonne conclusion. Ces montagnes d'histoire vous ont été présentées par le musée de Die.